Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Le Bon Citoyen, l'émission qui allume en vous la flamme de la citoyenneté. Comme vous le savez, dans un monde en perpétuel mouvement, il est essentiel de pouvoir revenir aux différents fondamentaux. Qu'est-ce qu'être un bon citoyen? Comment construire ensemble une société plus harmonieuse? C'est à ces différentes questions que nous essayons de trouver des réponses semaine après semaine. Et aujourd'hui, nous aurons un plateau essentiellement consacré à des figures féminines. Voici la chronique du citoyen. Exaucé Tossavi, bonjour, vous êtes juriste. C'est un honneur pour moi de pouvoir vous retrouver sur ce plateau une fois encore. C'est vous qui ouvrez donc le bal avec une chronique portant sur le rôle de la jeunesse au cœur de la nation. Votre chronique est intitulée « Jeune citoyen, une flamme pour sa nation ». Le jeune citoyen, une flamme pour sa nation. Il y a dans chaque jeune une beauté rare, celle de lumière qui ne demande qu'à briller. Une énergie, une passion, une soif de changement qui, bien orientée, peut transformer le monde. Une flamme, petite, fragile, mais capable d'éclairer toute une pièce. Une flamme, chaude, vivante, qui peut réchauffer ou brûler selon la main qui la tient. Le jeune citoyen, c'est cette flamme. Une lumière née pour briller, pour éclairer sa génération, pour repousser les ténèbres de l'indifférence, de la paresse et du désespoir. Chaque pays, chaque communauté a besoin de sa jeunesse comme un feu vital. Sans elle, la nation s'éteint peu à peu, devient froide, sans éclat. La jeunesse, c'est l'énergie qui fait bouger, qui innove, qui rêve et qui ose. Mais cette flamme, il faut apprendre à la garder vivante, à la nourrir par la connaissance, la discipline, la foi et le sens du devoir. Une flamme sans contrôle brûle tout sur son passage. De la même manière, un jeune sans repère, sans valeur, sans amour du bien commun, finit par consumer ce qu'il aurait pu construire. Oui, la jeunesse a de la puissance, mais la puissance sans sagesse devient un danger. C'est pourquoi le vrai citoyen, c'est celui qui apprend à canaliser son feu. Il l'utilise pour réchauffer les cœurs, pas pour semer la discorde. Il éclaire au lieu d'éblouir. Il inspire au lieu de dominer. La citoyenneté, c'est donc ce feu intérieur qui pousse à agir, à servir et à transformer son environnement. Elle n'est pas dans les discours, mais dans les actes. C'est allumer une bougie quand tout semble sombre. C'est choisir la paix quand les autres choisissent la haine. C'est garder espoir même quand le vent souffle fort. Mais attention, une flamme seule s'éteint vite. Pour durer, elle doit s'unir à d'autres flammes. C'est en cela la force du jeune citoyen. Savoir s'unir, collaborer et partager. Quand plusieurs jeunes décident d'allumer ensemble la lumière du changement, le feu devient le foyer, la chaleur et la puissance collective. C'est ainsi qu'on fait grandir une nation. Non pas par des flammes dispersées, mais par un brasier commun, entretenu par la responsabilité et la solidarité. Alors, jeunes citoyens, souvenons-nous, nous sommes la flamme de cette génération. Nous pouvons réchauffer le monde ou le brûler. Nous pouvons éclairer la route ou laisser la nuit gagner. Mais la vraie question est celle-ci. De quel feu brûles-tu? Celui qui éclaire ou celui qui consume? Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Exaucé Tossavi, pour cette chronique du citoyen dont la thématique est intitulée « Jeune citoyen, une flamme pour sa nation ». On va juste retenir que la flamme, aussi petite qu'elle soit et qui se retrouve en chacun, devienne désormais cette flamme d'espérance capable de réchauffer le cœur au cœur de la République. Et nous allons pouvoir passer cette fois-ci à la leçon de civisme.
une leçon de civisme à partir de laquelle nous allons découvrir un enseignement précieux. Dans notre société, la diversité est une richesse. Chacun de nous possède une identité unique, façonnée par notre origine, notre culture, notre religion ou notre manière de penser. Il est essentiel de comprendre que ces différences ne doivent pas devenir des obstacles, mais plutôt des ponts qui nous relient. Le civisme, c'est respecter autrui, accepter les différences et œuvrer ensemble pour le bien commun. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne partage pas nos traditions ou nos croyances, il faut voir cela comme une opportunité d'apprendre et de grandir. La tolérance, c'est reconnaître la légitimité de l'autre dans sa diversité. Il est important de se rappeler que nos différences ne remettent pas en cause notre humanité commune. Nous partageons tous le même besoin de respect, de sécurité et de reconnaissance. En valorisant la diversité, nous enrichissons notre société et favorisons un climat de paix et de solidarité. Le civisme implique également l'écoute et la compréhension. Avant de juger ou de condamner, prenons le temps d'échanger, d'écouter et de comprendre le point de vue de l'autre. Cela permet de construire des ponts plutôt que des murs et de dépasser les préjugés. Agir avec civisme, c'est aussi respecter les lois et les règles qui régissent notre vie en société. C'est préserver la paix sociale en refusant la discrimination, le racisme ou toute forme d'intolérance. Chaque geste de respect, chaque parole bienveillante contribue à créer un environnement harmonieux. Nos différences ne doivent jamais être perçues comme des barrières, mais comme des opportunités de mieux se connaître et de construire un avenir commun. Cultivons la tolérance, le respect et la solidarité. Ensemble, faisons en sorte que notre société soit un lieu où chacun peut vivre librement dans le respect de l'autre. Parce que c'est en acceptant nos différences que nous renforçons notre unité. Vous le savez, mesdames et messieurs, être citoyen, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité nationale, c'est un état d'esprit. C'est une flamme qui doit pouvoir briller en chacun de nous. Et c'est cette flamme-là, d'ailleurs, que nous voulons entretenir à travers ce débat portant sur la thématique « La promotion de la tolérance et du dialogue interculturel ». Et pour ce débat, j'ai l'immense privilège de recevoir deux expertes dont les regards se complètent à perfection. À ma gauche, Madame Ariane Haïté Assavedo, bonjour. Bonjour, Monsieur Hu. Vous êtes sociologue et juriste de la famille. Vous êtes une spécialiste reconnue des sciences du mariage et de la famille. Vous nous apporterez sans doute un éclairage précieux sur comment le dialogue s'apprend et se vit d'abord au sein de la cellule familiale pour devenir le premier lieu de la socialisation. Et à votre suite, donc à ma droite sur ce plateau, j'ai Madame Fifame Maoussi Pierrette Wekekpo, bonjour. Bonjour. Vous êtes gestionnaire de projet aguerri, vous êtes sur le terrain au contact donc des différentes communautés. Avec vous, on aura la chance de parler des réalités concrètes, des différentes actions, des projets qui permettent de faire vivre bien évidemment ce qu'on appelle la tolérance au quotidien dans notre pays. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vais commencer avec Madame Ariane Haïté Assavedo. Quelles sont, à votre avis, je vais dire, les principales barrières qui peuvent empêcher ce qu'on appelle le dialogue interculturel? Alors, merci, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Et je dirais, sûrement avant de venir à votre préoccupation, je dirais tout simplement d'abord que l'interculturalité, c'est déjà la rencontre de deux ou plusieurs cultures qui se rencontrent, se reconnaissent et s'acceptent à travers leurs différences.
Et le dialogue, on va parler du dialogue interculturel pour dire également que ce sont ces échanges et sur la base des spécificités de chacune des cultures et également de leurs différences. Donc, ces différences vont venir enrichir les uns et les autres pour créer en fait cette interculturalité et la tolérance dont nous sommes en train de parler. Maintenant, les barrières, pour évoquer les barrières, nous allons parler de l'intolérance, si je puis m'exprimer ainsi, d'accord, de la méconnaissance de l'autre, d'accord, de l'autre à travers sa culture, à travers tout ce qu'il porte ou tout ce qu'elle porte en tant que d'une ère ethnique ou bien porteuse c'est-à-dire venant d'une culture, d'une certaine culture. Nous allons parler des limites, les limites personnelles, c'est-à-dire ce défaut d'ouverture. D'accord, on ne montre pas assez d'ouverture à accepter, à aller à la rencontre de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas. Donc, il y a ça qui va constituer des barrières. D'accord. Nous avons également, je dirais, c'est-à-dire, Est-ce que c'est une peur qui empêche d'aller vers l'autre, de découvrir la culture de l'autre, l'ethnie de l'autre et de pouvoir l'accepter comme cette entité ou cette identité que l'on nourrit soi-même? Oui, on peut dire ça, on peut dire que c'est une peur, mais c'est surtout cette peur de l'inconnu. Vous savez, quand on a déjà appréhendé quelque chose, on est à l'aise avec son vécu, on a peur d'aller à la rencontre, c'est-à-dire le changement. Parce qu'aller à la rencontre de l'autre dans sa diversité, c'est déjà s'ouvrir à un certain changement. Donc, c'est se dire que l'autre va déteindre sur moi, l'autre va, c'est-à-dire déplacer les limites que moi-même déjà, je me suis déjà fixée à travers qui je suis, d'accord, mon développement personnel, la famille de laquelle je suis issue et même de l'ère culturelle dont je suis issue. Donc, du coup, c'est un peu ce qu'il faut voir. Mais au-delà de cette peur, il faut savoir que nous devons créer l'inclusion, nous devons accepter l'autre dans sa différence. L'autre ne viendra pas c'est-à-dire nous faire disparaître. Non. Mais l'autre, c'est-à-dire ensemble, nous allons cheminer et éclore de la plus belle des manières. Madame Roquepo, vous êtes gestionnaire de projet, vous avez la chance de vous retrouver avec plusieurs cultures, plusieurs ethnies. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a effectivement des barrières qui se présentent? Ah oui, il y a beaucoup de barrières. Et je ne vais pas répéter ce que Madame vient de dire, mais moi je vais juste ajouter les préjugés et les stéréotypes qui constituent des barrières importantes. Au fait qu'il y ait déjà des propos tenus à l'endroit des autres qui n'ont pas la même culture que soi. Cela amène les autres à développer des frustrations. Et j'ajouterai aussi des manipulations religieuses dans ce qui amène les groupes à avoir de la méfiance à l'endroit des autres. Chacun se retire dans son coin, préfère prendre en compte ce que sa religion dit, suivre sa religion et ne voudrait pas s'ouvrir à connaître la religion de l'autre. Quelle est la valeur ajoutée que la religion de l'autre pourra apporter plutôt à sa religion? Donc je pense que ce sont les points que moi je vais ajouter pour ne pas répéter ma consoeur. Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'effectivement, à travers la diversité culturelle, on peut parvenir à renforcer, par exemple, le développement économique, le développement social et même culturel d'un pays? Exactement. Et quand on parle de diversité, dans notre pays, la diversité, c'est notre héritage, c'est notre richesse, c'est notre force. Au Bénin, quand on pense directement au Bénin, on pense déjà à des variétés de langues, variétés de traditions, de culture, de mets. Et je pense que c'est une force pour nous. Et sur le plan économique, si nous arrivons à valoriser nos riches patrimoines culturels, à valoriser nos pratiques ancestrales, nous pourrons attirer beaucoup plus de touristes et ainsi plus d'investisseurs dans le domaine. Et si je vais aborder le plan social, comme le disait Madame tout à l'heure, les dialogues... Madame Haïté, voilà, puisque nous sommes dans la diversité. Haïté, bien sûr. Sur le plan social, je dirais que le dialogue interculturel
favorise beaucoup plus la cohésion sociale. Et ça permet de renforcer la résilience dans la communauté. Mais comment est-ce que les populations arrivent à s'ouvrir à vous? Vous qui êtes une inconnue, vous apportez des projets que vous devez développer au cœur de leur environnement. Quelle est la difficulté première à laquelle vous êtes exposé? La difficulté première, c'est la réticence. C'est-à-dire le fait de se trouver en face d'un inconnu qui vient vouloir dire, pour apporter une solution aux problèmes quotidiens. Ces femmes, bon, quand je dis ces femmes, je parle... Oui, puisque vous êtes tout le temps avec, beaucoup plus avec les femmes. Voilà. Ces femmes ont beaucoup plus peur de s'ouvrir. Et ce sont des stratégies que nous utilisons beaucoup plus. Et chez nous, nous abordons beaucoup plus une approche que nous appelons SAA, Social Action Analysis. Ça nous permet d'avoir des outils pour pouvoir mener des dialogues, amener les citoyens, en tout cas, les bénéficiaires à s'ouvrir et à beaucoup plus partager leur quotidien avec nous. Madame Haïté, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sociologue, vous êtes également juriste de la famille, vous êtes donc spécialiste et reconnu d'ailleurs des sciences du mariage et de la famille. Madame Wekepo parlait tout à l'heure des différentes femmes vers qui elle se retrouve quand il s'agit de réaliser des projets communautaires. Mais au cœur de, je vais dire, de cette valeur ajoutée dont les populations devraient être bénéficiaires, il y a le risque de ne pas s'ouvrir. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est déjà au cœur de la famille que la difficulté se pose en termes de diversité? Bon, vous savez, on peut dire ça, parce que chacun au sein de la famille, chacun des membres de la famille présente ses traits de personnalité. Donc, nous ne sommes pas les mêmes, même si nous venons du même père et de la même mère. Voilà. Donc, l'environnement, aussi bien familial que l'extérieur, d'accord, va contribuer à forger et notre caractère et notre personnalité. Donc, tout ça va déteindre sur nous. C'est ça qui forme l'être intrinsèque de la personne. Et nous entrons dans la société, c'est-à-dire nous allons à la rencontre des autres, d'accord, avec c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que chacun représente. Maintenant, l'autre en face de nous, quand nous allons vers ces personnes-là, sinon les autres, ces personnes-là, c'est normal qu'ils vont développer une certaine peur. Cette peur, c'est-à-dire il ne faut pas c'est-à-dire que cela nous choque. C'est normal, parce que le changement, en fait, c'est ça qui constitue, c'est-à-dire qui représente même ce qui fait peur. Parce que nous avons nos habitudes, nous avons nos manières de faire, de vivre. Et voilà que l'autre vient, même si l'autre est porteur de quelque chose, c'est-à-dire d'une solution, on se dit, mais non, est-ce que cela pourra toujours tenir compte c'est-à-dire de nos spécificités, de nos cultures. C'est-à-dire nous avons des valeurs que nous portons et nous ne voulons pas nous départir de ça. Même si ces valeurs, à partir d'un certain moment, portent préjudice au vivre commun, c'est-à-dire au vivre de la communauté, c'est-à-dire on ne veut pas, on s'en tient à ces valeurs-là. Donc, du coup, c'est travaillant de façon participative, d'accord, avec ces personnes-là, ces communautés-là, dire que non, vous savez, en fait, leur exposer le bien fondé de ce que nous sommes venus faire. En fait, on ne leur impose pas ce qu'on a apporté. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui donner davantage de crédit à la diversité culturelle pour qu'on puisse arriver à se dire c'est une force pour le développement économique, le développement social et même culturel du pays, quand on sait qu'il y a plusieurs entités provenant de plusieurs territoires, par exemple? Oui, vous savez, c'est la diversité qui fait la richesse. L'autre différent de moi constitue une force, une richesse pour moi, et donc pour la nation. Et partant, je vais peut-être faire un clin d'œil à ma consoeur, à ma collègue, qui disait tantôt que qui parlait, j'allais dire, de l'aspect gastronomique, évoquant l'aspect économique. Au-delà de ça, c'est-à-dire c'est le tourisme qui
c'est-à-dire qui vient prendre de l'ampleur. C'est peut-être les artistes qui trouvent de la matière à être valorisées. Vous voyez, c'est des œuvres d'art qui sont pondues, sinon qui sont produites, d'accord? Et cela participe du rayonnement, d'accord, de notre communauté, de la nation et même de la personne, d'accord, c'est-à-dire de l'artiste, je vais dire, et de tous ceux-là et toutes ces personnes-là qui sont peut-être des ressortissants de cette communauté-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de... Voilà. Donc, on n'a pas à avoir peur c'est-à-dire de la diversification, de ces multitudes de cultures, d'ethnies que nous constituons particulièrement au Bénin parce que c'est riche. Et aller à la découverte de l'autre, moi, je pense que c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Madame Wakepo, quelles sont les valeurs fondamentales, par exemple, qui doivent être transmises pour pouvoir bâtir une société plus inclusive? Comme valeur, moi, je préconise beaucoup plus 4 valeurs. Okay, il y a le respect mutuel, qui sera d'accepter et d'apprécier la diversité des cultures, d'accepter les visions des autres, les opinions des autres sans porter de jugement. Il y a l'égalité qui consistera à offrir à chaque individu, quelle que soit son origine ethnique, les mêmes chances de participer à la vie du pays. Et nous avons la solidarité, excusez-moi, qui consistera à créer un sentiment d'appartenance et d'unité. Et en aidant les groupes plus vulnérables. Et enfin, cela pourra favoriser la coopération. Et quand je parle d'inclusion, j'ajoute l'inclusion. Pourquoi? C'est de s'assurer que chaque individu se sente membre à part entière de la société et joue un rôle actif afin d'assurer le développement de notre pays. Voilà les 4 valeurs que moi je préconise. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Madame Haïté, comment se fait-il qu'on a des difficultés à accepter les autres comme membres de la société? Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'égalité, par exemple, qui se pose. Il y a un problème, le sentiment d'appartenance et d'unité s'effrite de plus en plus. Oui, vous avez tout à fait raison. Vous savez, en réalité, je dirais, c'est le manque de... Est-ce que je vais... En fait, je vais dire, c'est le surdimensionnement de l'ego. D'accord. D'accord? Nous, c'est-à-dire, pour nous, nous existons et l'autre n'est pas notre égal. L'autre est moins que nous. Vous voyez? Tout ça constitue des complexes. En fait, c'est des complexes que nous développons. L'autre ne peut pas être moins que nous. L'autre est un être humain aussi bien que nous sommes des êtres humains. D'accord? L'ethnie, nous ne pouvons pas prétendre que nous, notre origine, notre ethnie, notre culture est au-dessus de celle ou bien des attributs de l'autre qui est en face de nous. Non, au contraire. Mais il faut savoir que l'autre a les mêmes droits que nous. L'autre doit vivre dans la société béninoise ici, comme nous, qu'il soit du nord, qu'il vienne au sud, il doit se sentir à l'aise, et comme chez lui, que je sois du sud et que j'aille au nord, je dois pouvoir être très à l'aise là-bas aussi. Et je pense que si nous essayons de montrer un peu plus d'empathie, un peu plus d'amour, que si nous essayons de montrer un peu plus de fraternité, d'accord, je pense que la chose peut se faire et nous n'allons pas verser dans... En fait, nous allons préserver la cohésion sociale. Voilà, la paix et la justice. Voilà. On est en train de préparer les élections dans notre pays. Dans quelques semaines, ce sera des élections communales, les élections législatives et même celles présidentielles. Il nous revient donc de travailler davantage à l'unité nationale, à la cohésion. Vous aviez parlé du respect mutuel comme fondement pouvant permettre de développer ce qu'on appelle l'inclusion sociale. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au Bénin aujourd'hui, les différents acteurs se retrouvant dans la chaîne pouvant nous permettre d'avoir une élection apaisée, par exemple, ont le sens du respect mutuel? Oui, à mon avis, je pense que
je vous parlais plutôt des autorités. Des acteurs politiques. Des acteurs, ok. Je pense qu'ils ont le sens du respect mutuel, à mon avis. Et du côté de la politique, je n'aime pas trop en discuter pour éviter de créer des frustrations. Oui. Mais je pense qu'à voir les événements qui se sont passés et que jusqu'à maintenant, étant donné que nous sommes à quelques mois des élections et que nous n'avons pas eu de conflit, que nous n'avons pas eu de tension, je pense qu'ils incarnent le respect mutuel. Madame Haïté, la même question pour vous. Est-ce que vous avez le sentiment que le respect mutuel aujourd'hui s'érige dans notre quotidien quand on s'intéresse un peu à la vie politique de notre pays? Je vais oser dire oui. D'accord. Je vais oser dire oui parce que il ne sert à rien de tenir la destinée, d'accord, du peuple béninois, d'accord, et c'est-à-dire de porter ça à mal. Nous devons, en tant qu'autorité, en tant que responsable au plus haut niveau, c'est-à-dire il est de notre responsabilité, de notre devoir, hein, que nous puissions avoir une conscience claire de ce que la sûreté, d'accord, la sécurité, le bien-être des uns et des autres, hein, relève de notre, de notre devoir, c'est-à-dire c'est de notre responsabilité de garantir cela. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quels que soient nos intérêts, même si à des moments donnés, on ne se comprend pas toujours, il faut savoir que c'est nous, en tant que citoyens, en tant que population à la base, qui avons donné mandat, qui leur avons donné mandat à toutes ces autorités, à ces responsables, de pouvoir nous diriger, de pouvoir nous gouverner. Donc, du coup, ils ne sauraient faire, c'est-à-dire créer de la zizanie, des troubles au plus haut niveau, et nous laisser, nous autres, en partie, parce qu'à la fin, ils créent les situations, mais c'est eux, après, qui se retrouvent dans des suites, des chambres bien climatisées, autour de bons champagnes qu'ils sablent, et nous sommes là dans la rue, en train de nous entretuer. Donc, du coup, il n'est pas question que cela soit ainsi dans notre pays. Mais je pense que cela ne sera pas avec le président, l'actuel président que nous avons. Il, comment je dirais, c'est-à-dire c'est une main de fer, hein, dans des gants de velours. Donc, il s'est dirigé, il maîtrise le béninois. Je ne sais pas si l'expression maîtriser le béninois, je ne sais pas si les téléspectateurs et téléspectatrices, et vous-même, je ne sais pas si vous me le permettez, mais comment tenir le béninois pour que les choses puissent évoluer, il a su si bien le faire et on peut, hein, comment dire, être fier, s'enorgueillir que oui, notre pays a véritablement décollé et je salue le président et tout son gouvernement. Alors aujourd'hui, le grand défi, c'est de pouvoir travailler à la tolérance. Comment est-ce que nous pouvons parvenir à développer cette valeur-là au sein de nos différentes familles? Oui, c'est déjà reconnaître les différences. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous sommes différents. Chacun a sa particularité. Et ce n'est pas parce que moi, par exemple, je sais m'affirmer, je sais prendre les devants, d'accord, que l'autre n'arrive pas à suivre le mouvement, que l'autre aussi n'est pas compétent, n'a pas une compétence, n'a pas un talent, non. Donc chacun fleurit à sa saison. Oui, mais est-ce que c'est facile pour vous, en tant que mère, de le comprendre ainsi? On voit souvent les moments dire, mais tu ne vois pas ton grand frère, comment il se comporte? C'est des choses qui se disent. Est-ce que comparaison n'étant pas raison. D'accord. Est-ce que tout ceci ne déteint pas d'une manière ou d'une autre sur le parcours de l'enfant? Bien sûr. Au point de le pousser dans la société demain à ne pas être un acteur d'inclusion? Tout à fait, évidemment, vous avez tout à fait raison, parce que le fait de dire cela, la maman ou les parents qui s'adonnent à cela sont en train de forger la personnalité, l'être de cette personne. Et du coup, quand lui-même ou elle-même, elle va se retrouver, hein, avec des amis ou dans la société plus tard à de haut niveau de responsabilité, c'est la même attitude, sinon les mêmes réflexes qu'il va développer. Et cela va tendre à exclure et non rassembler, et non, c'est-à-dire travailler pour l'inclusion. Et du coup, sa capacité de leader va en prendre un coup. Parce que le leader n'est pas là pour diviser. Le leader est là pour drainer le monde, pour drainer sa troupe, son groupe, d'accord, et l'amener à
à donner le meilleur de lui-même et à aller même au-delà même de l'espérance du leader. Voyez-vous, donc c'est un peu ça. Madame Rokieko, Oui. est-ce que vous avez un commentaire à apporter sur Oui. la question? Ce que moi j'aimerais ajouter en complémentarité à ma consoeur, c'est que la tolérance c'est déjà à la maison, dans nos familles, dans nos foyers. Déjà dans nos comportements en tant que parents, ce que nous montrons à nos enfants. Parce que les enfants ont tendance à copier ce que les parents ont l'habitude de faire. Et si nous arrivons à inculquer certaines valeurs à nos enfants, à leur montrer que leur entourage, ce ne sont pas des personnes qui ont les mêmes cultures, qui partagent la même vision et leur amener à comprendre ou bien à connaître les comportements qu'il va falloir adopter en présence de ces derniers. Je pense que les enfants pourront grandir avec ces valeurs et nous aurons moins comment je vais dire, moins de conflits ou bien moins de... Mais quand au niveau de la famille, ça se fait, et qu'à l'école par exemple, il n'y a pas un suivi rigoureux? Ah oui, il faudrait que l'école aussi soit mise à contribution. À l'école, il serait très bien de mettre en place, comment je vais dire, un programme culturel où il sera intégré peut-être les histoires, les contes des différentes cultures que nous avons et aussi peut-être organiser des événements culturels dans les écoles qui amèneront les enfants à partager des mets de différentes cultures, comment je vais dire, des traditions, des contes, des histoires. Cela favorisera... C'est de très belles idées que vous développez, mais qu'est-ce qui nous empêche de réaliser ces choses-là dans notre pays? Je ne pense pas que quelque chose nous empêche de le faire. D'accord. Et pour mon expérience personnelle, je crois qu'il y a certaines écoles qui œuvrent déjà pour ça. Et lorsque nous sommes en période festive, et les Noëls et autres, surtout dans les écoles maternelles où on organise des chorégraphies, où il y a les danses de différentes cultures, où il y a des pas qui sont esquissés, où les enfants pratiquent des danses d'autres régions. Donc ça crée en quelque sorte le brassage culturel. Exactement. Maintenant, on a fini avec la maison, on a fini avec l'école, il y a la rue qui est là. Au-delà de la rue, il y a par exemple nos couvents, il y a peut-être nos paroisses, il y a peut-être nos mosquées. Quel est le message qui est véhiculé aussi au cœur de la religion? Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus des efforts se font? Oui, moi je vais dire, je pourrais dire ma religion, je suis catholique. D'accord. Mais j'aime bien suivre des émissions qui sont diffusées par d'autres religions. Confession religieuse. Ah oui, moi j'aime bien suivre et j'apprends de ces religions. Ce qui veut dire que je ne me concentre pas sur ma religion. Si tout le monde pourrait adopter de tels comportements, je pense qu'on aura beaucoup de choses à gagner. Parce que le fait de se concentrer sur sa religion ne nous permet pas d'avoir plus d'ouverture. Ne nous permet pas de créer, d'avoir plus d'opportunités. Je suppose que oui, je suis catholique, je préfère m'enfermer là. Mais si je suppose que je voudrais des opportunités, si je prends les opportunités de travail, et que c'est quelqu'un qui est évangélique ou bien et musulman qui a cette opportunité et que je vois déjà à la limite de notre différence culturelle que je n'accepte pas, ce qui veut dire que je ne vais pas avancer. Je serai obligée de rester c'est-à-dire je vais rester sur place tel que je suis pendant que les autres avancent. Donc il faut briser ce mythe. Exactement, il est important. D'aller vers l'autre, de découvrir la culture de l'autre, la religion de l'autre, et tout ça nous permet de créer l'inclusion sociale. Et d'avoir des opportunités. D'accord. Madame Haïté, est-ce que vous partagez le même sentiment? Surtout par rapport aux questions de religion, parfois c'est très tendu. On vous dira, il ne faudrait pas que vous puissiez prendre telle fille parce qu'elle n'est pas de la même religion que vous. Et pourtant, vous êtes, par exemple, de la même nation. C'est dommage. C'est dommage. Je vais tout simplement dire que c'est dommage. Et il faut aller au-delà de tout ça. Il faut aller au-delà de tout ça. Et nous ne sommes pas des êtres religieux, mais nous sommes des êtres spirituels, en réalité. Donc, du coup, que nous allions... et vivre, c'est-à-dire, comment je dirais, le culte de l'autre,
d'accord, que ce soit musulman ou autre chose. En fait, cela nous permet de découvrir, de connaître ce qui est là, de savoir peut-être comment développer des stratégies, d'accord, pour éventuellement aller, c'est-à-dire aller contre éventuellement d'éventuelles attaques, d'accord, qui pourraient se dégager, être envoyées de l'autre côté. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans cet univers, je vais dire, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord. Et l'autre chose que je dirais tout simplement, c'est qu'il faut savoir que l'autre, quoi qu'on dise, est une richesse. L'autre est différent de moi à travers tout ce qu'il est, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il représente. Et donc, ça ne sert à rien, de nous vilipender les uns les autres, d'accord, de nous étiqueter les uns les autres, de dire que l'autre ne va pas peut-être marier ou bien je ne vais pas participer au culte de l'autre. Non. Si nous sommes amis, parce que déjà même au sein de la même famille, ok, il y a plusieurs religions que l'on retrouve. Vous voyez, il y a donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère est, moi je suis catholique, mon frère est évangélique, l'autre est musulman. On va rompre le dialogue? Non. Donc, aussi bien que nous n'avons pas pu rompre ce dialogue-là, c'est ce même schéma, c'est-à-dire c'est la même chose que nous devons reproduire au dehors quand nous serons avec d'autres personnes, de tierces personnes, parce que la famille, ce n'est pas seulement que la famille est nucléaire, d'accord? Quand nous sortons, nous avons la famille professionnelle. Vous, ici, par exemple, vous avez votre famille professionnelle. Donc, à chaque niveau où nous allons, nous créons une famille et donc, du coup, nous devons faire avec cette famille-là. Nous avons notre famille politique, par exemple. Donc, nous devons savoir que les valeurs que nous portons depuis la maison, d'accord, au sein de notre famille nucléaire, nous devons, c'est-à-dire partir dans nos familles, dans les autres familles que nous avons après, nous devons les développer, les respecter et respecter les autres dans leurs différences, d'accord? Et donc, voilà quoi. Est-ce que ce respect de différence peut nous permettre d'avoir effectivement une nation connaissant la stabilité? Est-ce qu'il ne faut pas parfois bousculer les choses? Dans quel sens? Bousculer les choses dans quel sens? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas que chacun reste dans son camp, développe ses aptitudes et se dise il est supérieur à telle autre région, préserver ce qu'il a de plus cher avec sa famille, avec sa communauté? Mais non. Ça, c'est une tendance à l'installation, à l'instauration de la guerre froide. D'accord? C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Et en plus, ce que je vais peut-être dire, c'est que c'est-à-dire aucun être humain n'est supérieur à l'autre. Nous sommes égaux en droit et en dignité. Nous portons la vie humaine, elle est sacrée. Autant ma vie, elle est sacrée, autant celle de l'autre est sacrée. Autant la vie de l'embryon dans mon sein est sacrée. Donc, si cette vie est sacrée, imaginez, on va jusqu'à protéger les animaux. On va jusqu'à protéger la flore. D'accord? Les arbres, on dit que l'UNESCO décrète que telle chose est décrétée patrimoine. Donc, si on arrive à protéger pourquoi est-ce que nous-mêmes, en tant qu'humains, dotés de raison, d'accord, de sang, et on dit que nous sommes faits d'amour, hein, nous développons le sentiment qu'on appelle amour. Pourquoi est-ce que entre nous allons nous entretuer, entre nous n'allons pas nous comprendre? Donc non, c'est pas possible. On ne peut pas rester chacun dans son coin. On dit chez nous en sciences du mariage que l'homme est fait pour être, c'est-à-dire pour aller ensemble avec ses pairs. C'est pareil également en sociologie. Et quand l'homme vit seul, il est isolé et désolé. Madame Rochepo, est-ce que nous allons continuer par développer le dialogue interculturel? Quel est l'intérêt pour la nation? Il y a beaucoup d'intérêt. D'accord. Beaucoup d'intérêt, en ce sens que le dialogue déjà nous permet d'éviter des conflits, de réduire les tensions et déjà de créer une communauté résiliente. Et je pense que si nous instaurons le dialogue, cela va nous permettre plutôt d'apprendre l'un de l'autre, de savoir ce qui se passe dans la culture de l'autre, ce que nous pourrions plutôt gagner de plus dans la culture de l'autre, vice-versa.
Et ça va nous permettre d'unir peut-être nos forces pour pouvoir viser des objectifs en commun. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de définir des objectifs et de les atteindre. Maintenant, si nous n'instaurons pas le dialogue et que chacun de son côté devrait mener des actions et vice-versa, je pense que nous ne menons pas les actions pour le développement de notre pays, mais nous menons les actions pour le développement de notre communauté, ce qui n'est pas la raison d'être du dialogue. Et il serait bien que dans chaque communauté, qu'on puisse instaurer le dialogue pour que cela permette de rassembler des leaders communautaires, des leaders associatifs, qui, lors des discussions, pourront échanger, partager leur expérience et comprendre leurs différentes cultures, en quelque sorte. Quel doit être le rôle des médias par rapport à la promotion de la tolérance au cœur d'une nation, par exemple? Les médias ont un rôle vraiment très important, étant donné que nous sommes à l'ère du numérique et que la plupart de ce que nous faisons est exposé au monde entier. Les médias ont un rôle de diffuser des émissions qui permettront de valoriser nos cultures. Des émissions ou peut-être des documentaires qui parlent de nos régions ethniques, ou organiser également des débats, ce que fait Eden TV déjà à travers son émission Le Bon Citoyen, que moi j'apprécie beaucoup. Merci. Et à travers cela, ça va permettre de montrer au monde entier. Ce ne sera pas seulement dans notre pays uniquement, de montrer au monde entier les différentes cultures qui embrassent le Bénin. Les différentes cultures qui font que le Bénin est un pays à part entière. Les programmes coûtent excessivement cher quand il s'agit d'aller sur cette piste-là, la piste que recommande Madame Hokekpo. Est-ce que le public est prêt à consommer également ces programmes-là si le sacrifice se faisait par les structures, les médias? Alors, je ris, je souris parce que vous avez touché quelque chose de sensible. Sensible en ce sens que, vous savez, vous avez la noble mission, d'accord, de porter l'information, la juste information, d'accord, de nous faire connaître toutes les cultures qui existent, d'accord, jusqu'aux confins de la terre. Mais la réception de cette information va dépendre de qui je suis, de ce que je porte. Hein? Ça va dépendre de mes tendances. Est-ce que je suis pacifique? Est-ce que je suis ouvert d'esprit? Est-ce que je veux promouvoir l'autre? Est-ce que j'accepte l'autre dans sa différence? Est-ce que je veux le bien-être de ma communauté, de ma famille, de la nation? Est-ce que je suis pour que nous puissions grandir? Donc du coup, vous aurez beau faire ce que vous avez à faire, ce que vous faites déjà, effectivement. Mais il nous revient à nous, citoyens et citoyennes, c'est-à-dire d'être ouverts à la chose, de savoir décrypter, parce que vous allez le faire et bien le faire aussi, mais nos sensibilités peut-être politiques vont faire que on va pas épouser totalement tout ce que vous dites de bien, de vrai pour construire, pour élever, mais nous allons commencer par biaiser. D'accord? Peut-être qu'en dessous, on a reçu quelques enveloppes pour saboter le travail qui se fait. Voilà, d'accord. Donc, du coup, on est exposé à tout ça. Donc, du coup, moi, je pense que c'est possible. L'important pour vous, en tant que média, c'est de toujours porter la bonne information, de faire votre travail comme vous le faites. Et puis, bon, le reste, les lois de la nation pourront prendre en charge toutes ces personnes qui sont déviantes, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que nos familles se retrouvent aujourd'hui en crise? Parce que, normalement, en famille, on pourrait discuter autour de ces programmes-là, mais de plus en plus, ça ne se vit plus. Je vous l'accorde. Je vais vous l'accorder parce que je suis dans le domaine de la famille, d'accord? Et on a dit souvent que les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné et à cause de la recherche, d'accord, de la pitance, d'accord? Mais est-ce que
en même temps que je vous accorde cela, est-ce que je vais valider ça? Non, je ne valide pas parce qu'il faut savoir encourager les parents qui essayent de faire quand même ce qu'il se doit pour le bien-être de la famille, le bien-être de chaque membre de la famille. Maintenant, c'est peut-être attirer l'attention, d'accord, tirer la sonnette d'alarme pour dire non, revenez, instaurer le dialogue même parents-enfants, d'accord, appréhender, aborder tous les sujets, même les sujets que vous jugez tabous, essayez quand même de commencer par le faire. Même si directement vous ne pouvez pas, trouver des spécialistes qui vont peut-être vous aider à la chose ou alors trouver des émissions, d'accord, des personnes ressources qui abordent les thématiques et passez ces émissions à vos enfants, regroupez-vous ensemble, passez ça si vous ne pouvez pas le dire vous-même. Donc voilà un peu ce que je pourrais peut-être dire pour... Madame Rukéko, est-ce que la recherche du gain pour nourrir peut-être la famille ne nous pousse pas à la dérive? Est-ce que je vais peut-être dire oui et non. D'accord. Commençons par le oui. Le oui, c'est qu'aujourd'hui, en tant que parents, nous avons le devoir de subvenir aux besoins de la famille. Peu importe ce que cela doit nous coûter, nous avons des factures à payer. Et donc, le plus important d'abord, c'est de regrouper les ressources pour pouvoir satisfaire les besoins. Et je vais dire non d'un autre côté parce que il y a dans certaines familles où les valeurs demeurent. Il y a certaines familles où les parents continuent d'inculquer à leurs enfants l'importance de toujours chercher à bien faire, de ne pas forcément se baser sur le gain facile. Donc, je salue vraiment le travail qu'abattent les parents, certains parents, à pouvoir toujours garder, comment je vais dire... cette rigueur envers leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, déjà, on dit... Il faut chercher l'argent. Le plus important, c'est de trouver de l'argent pour pouvoir satisfaire nos besoins. Parce que quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas respecté dans la société. Oui, certes, on peut avoir l'argent et ne pas être respecté dans la société. Mais est-ce que ce n'est pas parce que nous perdons les repères au cœur de la société qu'on se retrouve de plus en plus exposé à ce genre de situation? Est-ce que je dirais que nous perdons de repères? Peut-être que oui. Juste parce que nous n'arrivons pas à chercher, à comprendre vraiment les réalités de la vie actuellement. Auparavant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas, bon, je vais dire, d'abord les réseaux sociaux qui diffusent ou bien qui divulguent des images ou des vidéos qui atteignent ou bien, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Apporte atteinte à nos mœurs. Et les enfants, nos jeunes aujourd'hui copient ces comportements facilement. Donc pour eux, c'est ce qui est normal. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les médias ont un rôle crucial. Est-ce à dire que, même en voulant accorder la tolérance et le dialogue interculturel, il faut faire très attention à ce qui n'est peut-être pas la norme? Oui, en quelque sorte. Parce qu'en voulant trop bien faire, on risque de mal faire. D'accord. Selon moi, en voulant trop bien faire, il faut agir et agir dans la mesure du possible. Il ne faut pas exagérer. Il faut toujours prendre dans le fait de vouloir trop bien faire et apporter une meilleure solution à quelque chose, on risque de nuire la chose quand on exagère. D'accord. À mon avis. Madame Haïté, si je comprends très bien Madame Rukéko par rapport à son développement, même dans la démarche d'acceptation de l'autre, il faut toujours penser à l'essentiel. Oui, tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas que, allant à la rencontre de l'autre, cherchant à comprendre l'autre, cherchant à l'accepter, que nous puissions nous disparaître dans nos particularités, dans ce que nous portons. D'accord. Il ne faut pas que... en fait, ce qui est valeur sous d'autres cieux peut ne pas être valeur chez moi.
Donc, si c'est comme ça, il faut qu'on sache filtrer, on sache raison garder pour ne pas passer la limite. Mais chercher à comprendre la réalité de l'autre, l'accepter, c'est ce que je vais dire, hein, comprendre, je vais dire, sans pour autant accepter cela comme acquis pour soi. On est en train de tendre progressivement et sûrement vers les dernières minutes de cette émission. On va aborder donc le dernier aspect qui va se consacrer essentiellement aux solutions concrètes. On va partir de la famille, puisque vous êtes spécialiste des questions de famille. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui aux parents pour que l'on puisse davantage donner du sens à la tolérance et au dialogue interculturel? Alors déjà, en premier lieu, c'est déjà dire aux parents de s'accepter tels qu'ils sont, c'est-à-dire dans les différences qu'eux-mêmes ils portent, dans leurs limites. Okay? Et d'accepter également de porter ce même regard sur leur progéniture et sur les autres personnes qui sont dans cette famille-là. L'autre point, c'est de se dire qu'il faut beaucoup parler, dialoguer, d'accord? Il faut exposer ses pensées. Il faut exposer comment on appréhende les situations. Pas en criant, non. Pas en élevant la voix sur l'autre, non. Mais en disant son ressenti, c'est-à-dire exprimer ses ressentis. C'est très important. Crier, ça ne sert à rien, d'accord? L'autre chose qu'on pourrait peut-être dire, c'est d'apprendre aux enfants, d'accord, entre eux, à se tolérer, à se comprendre, à accepter leurs différences, à se venir en aide. Quand l'autre est en train de vouloir peut-être mal faire ou bien n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre une tâche ou bien un objectif qui lui a été assigné, que l'autre puisse se lever et l'aider et ne pas toujours dire non à moi. Ça là, ce n'est pas peut-être pour moi quand nous parlons de la répartition des tâches dans la maison. Donc, il y a aussi cela. Je ne sais pas, bon, je vais peut-être m'en arrêter là en attendant pour Madame Rotiapo, est-ce que vous aviez un complément à faire? Comme complément, je crois que ma consoeur a déjà tout dit. D'accord. Mais moi, je vais ajouter le fait que la communication soit au cœur du foyer. La communication et la communication, rien d'autre. Parce que c'est en s'exprimant, en s'extériorisant que nous arrivons à montrer à l'autre nos ressentiments et à cette personne de comprendre les actes qu'il pourra poser pour ne pas nous frustrer ou nous mettre mal à l'aise. Un message maintenant à l'endroit de nos dirigeants qui portent la grande responsabilité. Moi, j'invite nos dirigeants à toujours garder le respect mutuel tel que cela se passe déjà pour éviter les tensions, pour éviter les conflits dans notre pays. Et j'invite chaque concitoyen à pouvoir toujours avoir maîtrise de soi. C'est important. Ne pas divulguer des messages qui pourront frustrer les autres, qui pourront mettre mal à l'aise des autres, mais garder toujours en tête qu'il est important de poser des actes que l'on souhaite lorsque l'autre posera ces actes qui ne va pas nous mettre mal à l'aise. D'accord. Madame Ariane Haïté, votre mot de fin sur cette émission? Je dirais simplement, j'inviterai les uns et les autres au sens de l'intérêt commun, d'accord? Et comme on a l'habitude de dire en droit de la famille, penser à l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, je vais assimiler les citoyens et citoyennes que nous sommes à l'enfant et je vais au gouvernement, d'accord, je vais leur assigner la casquette de père de la nation. Donc, du coup, ils n'ont qu'à à chaque fois penser au bien-être, à l'intérêt supérieur des enfants que nous sommes. Et l'intérêt général, il faut qu'on ne s'en départisse pas. Voilà ce que je pourrais dire. Merci à vous, Madame Ariane Haïté Assavedo. Je rappelle que vous êtes sociologue et juriste de la famille. Vous êtes également spécialiste des sciences du mariage et de la famille. Madame Pierrette Rotiapo, votre mot de fin sur ce plateau? D'abord, je remercie Aiden TV de m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir débattre du sujet avec ma consoeur.
Et j'encourage toujours Eden TV à aller dans cette dimension. Et je sollicite, comme l'a dit ma conseillère tout à l'heure, nos gouvernements à opter pour le bien-être du peuple. Dans leur décision de toujours penser au peuple et non à eux-mêmes. Merci à vous, Madame Pierrette Roquekpo. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de projet. Vous avez la chance de vous retrouver au cœur de plusieurs communautés pour le bien-être de tous. Exactement. Merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous. C'est un plaisir. Merci également à nos téléspectateurs, à tous les auditeurs de la radio Diaspora FM qui nous suivent également sur cette émission. On se retrouve sans doute la semaine prochaine pour un autre numéro.